Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello et bienvenue sur Phoenix l'échec mention très bien. Aujourd'hui dans les bureaux d'Iconoclast avec Marie. Salut Enzo. Hello. Ça va ? Ça va au top et toi ? Très bien, très bien. On enregistre dans vos bureaux, c'est le dernier jour dans ces bureaux, Marie ? Ouais, ça y est, on grandit donc on prend plus grand, mais ça a été une super année ici. Trop cool. C'est reparti. Hâte de voir vos nouveaux bureaux après du coup à la rentrée. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, on enregistre avant l'été, vous verrez cet épisode qu'à la rentrée. Eh oui. Donc Marie, qui es-tu pour les gens qui nous écoutent ? Alors je m'appelle Marie Taquet, j'ai 26 ans et je suis la CEO et fondatrice d'Iconoclast. Voilà, je suis une femme, je pense qu'on l'entend. Voilà, brièvement, qui je suis. Et rapidos, c'est quoi Iconoclast ? On a dit qu'on était dans les bureaux, on a dit que vous grandissiez. C'est quoi ce truc ? Iconoclast, c'est un nouveau genre d'école de commerce qui forme à tous les métiers du business développement, donc à tout ce qui est commercial en gros, en 4 mois en physique et également en ligne. Et la petite particularité de l'école, c'est que tu peux payer ton école une fois que tu es embauché en CDI. Monstrueux. Pas HEC qui va faire ça c'est moi qui ai tenu. Trop cool Marie. Ouais, ça va nous mettre dans le thème parce que c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, d'éducation, de diplôme, de tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux nous donner toi ta définition de l'échec, ta vision de l'échec ? Ouais, ma vision de l'échec, pour moi, c'est quand tu t'es fixé un objectif et que t'en es tellement loin, genre tu te ratames tellement par rapport à cet objectif que finalement ça en fait un échec. Qui te permet soit de te relever, soit de trouver d'autres solutions. Mais globalement, moi, les moments où je me suis dit « Waouh, ça c'est un échec », c'est quand j'avais visé quelque chose que j'ai pas eu. Ok, la non-atteinte d'objectif, du coup, ouais. Le cassage. Et que ça fait très très mal, en général. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, l'échec, c'est plus fort, à mon sens, il y a un truc qui est viscéral, quoi, où vraiment... tu te sens comme une merde, t'as l'impression que tout est foutu, que tu vas jamais te relever. Enfin, il y a un truc quand même qui te casse les genoux, quoi. Ouais, c'est une grosse chute en général, je pense. C'est quand tu t'es vraiment fixé un truc auquel tu tenais ou tu vois une vision que t'avais de quelque chose et que tu passes mais complètement à côté. Boum. Boum. Très bonne définition, Marie. Magnifique. Donc, on l'a un petit peu introduit avant. Moi, je trouve ça très, très, très drôle, du coup, cette histoire. Enfin, très drôle. Pour toi, sur le coup, c'était pas drôle. Ouais. Mais le rebond est tellement beau aujourd'hui que, justement, c'est très cool d'en parler. En gros, j'introduis. Après, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. On va creuser. Mais globalement, toi, Marie, t'as jamais eu de diplôme dans ta vie. T'as juste ton bac. Ouais. Mais t'as créé une école. Exactement. C'est génial, La grosse revanche. Mais c'est génial. Ouais. Donc, comment ça se passe, tout ça ? Brièvement... Donc moi, je rêvais d'être cavalière, en fait. Je monte depuis que j'ai 3 ans. Donc au moment de mes 18 ans, de façon ultra naturelle, je me suis dit, moi, je veux être cavalière, rien à faire de l'école, ça m'intéresse pas, etc., etc. Bon, il se trouve que quand t'as 18 ans, tes parents, ils sont pas nécessairement chauds, en fait, pour que tu continues ta carrière sportive. Surtout qu'en réalité, j'étais pas championne d'Europe non plus, hein. Donc en fait, ils ont commencé à me mettre une pression de dingue. Genre, si au bac, t'as la mention très bien, tu peux être cavalière. Si tu l'as pas, tu vas faire des études. Bon, tu te doutes bien que si on se retrouve tous les deux aujourd'hui, c'est que ça s'est pas exactement passé comme je le voulais. Et alors, pour la petite anecdote, quand même, j'ai eu 15-8, mais mon père m'a dit « Non, mais la vie, c'est dur, ma chérie, donc là, t'as pas eu ton objectif, et tu vas aller faire une école parce que je t'avais dit mention très bien et t'as pas la mention très bien. » Ah putain, à 0,2. Ouais, trop chaud. Ah ouais. Donc finalement, il se trouve que je passe tous les concours d'école de commerce. Je me fais recal de tout, à part une école qui m'accepte. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste parce que
Non, à la limite, je ne sais même pas. En fait, ça n'a aucun sens parce que j'avais l'impression de m'être complètement ratamée pendant les concours où on te demande d'être super carré, de suivre un schéma bien précis. Et je pense que je n'étais absolument pas dans ce schéma-là. D'ailleurs, je ne ressemblais à personne qui était là. Déjà, j'étais une provinciale. Je savais même pas comment il fallait s'habiller pour venir à un concours d'école de commerce, alors que tout le monde était genre tiré aux 4 épingles et tout. Donc là, déjà, je m'étais dit, waouh, mais là, c'est pas du tout pour moi parce que tout le monde se ressemble. Ça donne aucune personnalité. Enfin, on voit pas ta personnalité, on voit pas ton unicité, on voit pas tous les petits trucs qui font que t'es toi et que t'es authentique. Donc là, déjà, je m'étais dit, ça va être chaud. Finalement, je me fais accepter dans cette école qui est donc à Paris. Et en fait, je me rends très vite compte que ça va pas du tout le faire. Parce qu'en fait, t'es assis toute la semaine sur une chaise avec des profs qui te racontent des trucs qui sont totalement obsolètes. Moi, la matrice de Porter, je m'en suis jamais servie, ni en montant ma boîte, ni dans mes autres expés. Et donc ça, je trouve ça super chiant. En fait, c'est que de la théorie, t'apprends plein de trucs, mais il y a aucun moment où tu le mets en pratique. Donc, dès que tu vas en stage, t'as l'impression que tu sais rien faire, à juste titre, en réalité. Et puis, en fait, finalement, c'est 5 ans de ta vie où tu vas claquer 50 000 €. Et moi, j'ai commencé à me rebeller contre ça et à me dire que c'était pas du tout normal, en fait, qu'on passe 5 ans à l'école et qu'à la fin, on soit même pas sûr d'avoir un job et qu'on sache pas non plus, enfin, qu'on maîtrise pas non plus un métier de façon super opérationnelle. Donc finalement, au bout de 2 ans, à peu près, je me suis cassée de cette école. Donc avant même d'avoir une licence, avant même d'avoir un master. Donc, et en fait, finalement, c'est ça l'échec. Parce que finalement, l'échec, c'est de se dire, moi, j'ai toujours rêvé être, tu vois, la fille enfin, je sais pas, qui gagne de la thune, qui a un bête de métier ou dont ses parents sont super fiers. Alors moi, je t'explique, quand j'ai dit à mes parents que j'allais quitter l'école pour laquelle on s'était endetté et compagnie, je me suis pris la tête au carré, quoi. Enfin, c'était vraiment infaisable. Tout le monde qui commence à te dire, mais t'es malade, ici en France sans diplôme tu peux rien faire, etc. Et là, tu te prends une espèce de vertige entre ce que toi tu veux vraiment, finalement, à savoir vivre ta vie, avoir un super taf, être fière, etc. Je savais même pas, en fait, en réalité, ce que je voulais faire, mais j'aspirais à quelque chose de plutôt grand, en tous les cas à l'époque. Et là, tu te prends le truc où tout le monde te dit, mais tu fais que de la merde, en fait. T'es débile de faire ça. Ça n'a aucun sens. Qui t'a soutenu, du coup, là-dedans? Parce que là, t'arrêtes tout, genre, tes parents, bien sûr, ils te soutiennent pas dans... Non, là, il y a personne, non. Honnêtement, non. Là, je me retrouve solo. Je me retrouve comme une conne face à mon choix. À l'époque, je ne sais même pas si c'est un bon choix ou pas. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a de bons et de mauvais choix. Mais à l'époque, vraiment, je me dis que je fais une connerie. Qu'est-ce qui te fait dire ça, du coup, que c'est une connerie à l'époque? Parce qu'en fait, t'as toutes les pressions. Ouais, je le fais quand même. Je l'ai fait quand même, mais tu sais, t'as toutes les pressions externes qui te disent mais ce n'est pas ça le schéma, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, tu sais même pas où tu vas, etc. Et là, tu commences à postuler, et en plus, tu te rends compte que les boîtes, elles te demandent quand même quelle école t'as fait, tu vois. Et t'es où, et qu'est-ce que tu fais en ce moment, et pourquoi tu cherches un job alors que t'as 19 ans et demi, enfin, c'est quoi ton problème? Et donc, là, c'est un peu le moment où tu te prends une claque. Plus la pression des potes qui, eux, continuent, du coup, et font des stages un peu stylés ou font des écoles stylées aussi, qui te rajoutent une pression à toi. Exactement. Tu sais, tous tes potes en master finance, là, qui sont trop stylés, ça y est, qui ont des stages où ils sont payés 2000 balles. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tout le monde est au top, et toi, t'as l'impression que t'es le petit mouton noir, en fait, qui est sur le bas-côté et qui fait n'importe quoi. Et finalement, en plus, tu n'as pas réussi à aller au bout de quelque chose. Donc, t'as pas réussi à être cavalière, t'as pas réussi à aller au bout de tes études, parce que pour moi, c'était vraiment... mais je pouvais chialer pour aller à l'école, quoi. Ça me rendait dingue, alors que normalement, à cet âge-là, tu vois, il y a les soirées, il y a les trucs, il y a des choses qui peuvent te motiver de continuer à l'école. Moi, c'était super painful, quoi. Ça me rendait ouf, et je me dis, mais je suis même pas capable de faire des études, quoi. Enfin, en fait, je suis vraiment une bonne à rien, et donc là, t'as cette espèce de cercle, etc., assez négatif. Et finalement, il y a une personne qui me donne ma chance, à un moment, qui me file un stage en chasseuse de tête. Et là, genre, énorme découverte où je me dis, mais finalement, il y a plein de talents qui, oui, ont été dans des grandes écoles, mais qui finalement auraient peut-être pu s'épanouir autrement. Et surtout, là, je me rends compte qu'on manque grave de commerciaux en France. Parce que toutes les boîtes pour lesquelles je chassais, elles me demandaient des sales. Mmh. Cette opportunité, juste, elle sort d'où, du coup? Parce que c'est ça, en fait, qui te fait, genre, à un moment donné, genre, comme tu dis, là, rebondir, c'est la lumière, parce que là, t'es au fond du seau, tu sais plus ce que tu veux faire. Et qui te donne cette chance? Comment tu vas chercher ce taf de chasseuse, là? Ça sort d'où?
Ça sort de Job Teaser, donc une plateforme où tu trouves des stages. Et très étonnant, une nana qui a fait HEC, qui est avocate et qui a fait super aéronautique aussi. Donc juste la meuf la plus surdiplômée que je n'ai jamais rencontrée. Mais qui finalement, au fond d'elle, était super convaincue que les gens avaient un potentiel qui était authentique. Et que du coup, le fait finalement que j'ai quitté mon école, ça me donnait une force et un élément de différenciation. Quand tu as des milliers et des milliers de jeunes qui sortent de Bac+5, qui savent tous, qui ont tous 24 piges, qui n'ont rien fait de spécial à part quelques stages, elle trouvait que finalement j'avais un petit truc en moi d'avoir dit non, je ne suivrai pas le schéma classique, je vais me faire toute seule, même si mes parents ils ont aucun réseau, moi j'en ai aucun, mes frères et sœurs non plus, mes potes non plus. Et je pense qu'elle a trouvé le petit truc en fait où elle s'est dit allez, elle, je lui donne sa chance parce qu'elle a l'air d'avoir vraiment la dalle quoi. Et finalement, elle m'a mis le pied à l'étrier et d'année en année, il se passait 2-3 années avant que je me dise, en fait, il faut que je monte une école parce que c'est pas normal qu'il y ait plein de personnes en France qui se reconnaissent pas dans le système éducatif, à savoir écouter un prof, rester comme ça toute la journée, s'habiller un peu comme les autres, tu vois, un truc assez carré, quoi. Et c'est comme ça qu'Iconoclast est né, finalement. Ça fait 3 ans et demi, du coup, c'est ça, en chasse de tête? Ouais, alors j'ai fait un peu de chasse de tête, j'ai bossé un peu chez Tiller aux opérations, j'ai commencé à monter une boîte chez Accor, en intrapreneuriat. Mais en fait, à chaque fois, quand je faisais passer des entretiens, etc., les gens, ils se définissaient par leur diplôme. Et je me disais, mais c'est tellement dommage parce que t'as quel... Alors, je sais pas si c'est une phrase de meuf qui a le seum de pas avoir de diplôme, mais j'ai quand même l'impression que les gens ont beaucoup plus à offrir, en fait, et à montrer d'eux-mêmes que juste... en fait, moi, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait une prépa, j'ai fait machin. Ouais, ok, j'ai compris que t'en avais chié, etc. Mais dans la vie, tu peux vivre d'autres choses, en fait, des expériences qui sont tout aussi cool et constructives que la prépa où tu te fais dégommer. Alors oui, t'apprends à bosser et tout, mais tu peux apprendre à bosser dans un supermarché ou je ne sais où. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres manières, je pense, d'apprendre à se mettre dedans, d'apprendre à faire fonctionner son cerveau, que juste de se faire dégommer en prépa, puis ensuite rester hyper passif dans une école de commerce, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment le fait, tu vois, d'avoir vu les gens se définir par un truc qu'ils ont tous en commun, à savoir un diplôme. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que tu sors du lot, ouais. Ouais. C'est quoi ton petit truc à toi? C'était quoi ton essentiel, en fait? Donc, premier déclic, c'était donc cette nana qui te met le pied à l'étrier, pardon, comme tu dis. Complètement. Et donc après, t'enchaînes un peu quelques tafs. Et qu'est-ce qui fait donc deuxième déclic qui te dit genre, ok, vas-y, genre, on se lance, on lance Iconoclast. Genre. On lance une école. On lance une école. Surtout qu'à ce moment-là, en plus, du coup, j'étais encore quand même jeune, j'avais 23 ans. Et tout le monde me disait, mais meuf, tu n'as pas de diplôme. Qu'est-ce que tu vas monter une école? Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? T'es personne, t'as pas de diplôme. Comment tu vas rassurer les parents? Et c'est vrai qu'au tout début, ça a été super dur de convaincre les premiers parents qui me laissaient leurs enfants, entre guillemets, leurs enfants qui ont 20 ans, tu vois, mais tout de même. Et du coup, j'ai fait une école qui est sans diplôme, où je me dis vraiment, là, ce que tu apprends, c'est un taf, en fait. Et ce qu'on va te trouver à la fin, c'est un CDI, c'est pas un bout de papier. Mais c'est vrai qu'au tout début, en plus, tu te reprends ce truc de « Ah oui, je l'avais un peu enterré parce que là, je me sens bien en start-up, j'ai trouvé l'endroit où j'étais super épanouie et où personne venait me demander ce que j'avais fait comme école. » Mais là, on te le remet en plus. Donc là, tu rebouffes un peu ton échec, tu sais, au cas où tu l'avais oublié, que tu étais un peu une merde d'avoir arrêté ton école et tout. Mais bon, finalement, deuxième déclic, je pense que c'est vraiment un mec, quand j'étais chez Accor, que j'avais en interview. Et franchement, les 10 premières minutes, il n'a parlé que de ce qu'il avait fait à l'école, alors que, c'était pas du tout intéressant, quoi. Pas pragmatique, quoi. Non, mais ça ne disait rien sur lui, en fait. Ça me disait, moi, les notes, je m'en tape, quoi. Je m'en tape complètement. Je trouve que ça définit pas une personne. Et donc ça, là, je me suis vraiment dit, non, c'est pas possible. Allez, stop. Ok. Et donc après, c'est quoi les premières... Qu'est-ce qui change derrière? C'est quoi les premières choses que tu fais? Donc, qui tu rencontres? C'est quoi les premières steps de création, du coup, de la boîte? Déjà, je quitte mon job. Ouais. Mon CDI, qui pour le coup était trop bien payé, blabla, l'histoire classique, quoi. Donc, en plus, la pression des parents qui te disent, mais t'es dire, mais attends, mais on t'avait sauvé! Mais qu'est-ce que tu branles, putain? Qu'est-ce que c'est que ça? T'avais enfin trouvé ta voie. Tes parents qui sont trop fiers que tu sois chez Accor juste parce que c'est un nom qu'ils connaissent. Et donc, voilà. Donc après les premières étapes, j'ai rencontré The Family qui finalement ont hébergé mes premières promos et tout, donc qui nous ont super bien aidés au tout début. Les premiers élèves, ensuite quand tu commences à avoir tes premiers élèves, tes premiers profs,
le programme que tu construis et tout, bah, ça te redonne une force de malade. Et aujourd'hui, je regrette rien de ce que j'ai fait, même si j'aurais pu avoir 18 vies différentes. J'aurais pu bosser en finance, j'aurais pu être sur un cheval, j'aurais pu faire plein de trucs. Mais finalement, aujourd'hui, d'avoir eu presque une haine viscérale envers l'école, ça donne un projet, je pense, qui est plutôt plein d'amour, plein d'ambition, plein d'envie d'aider les autres à trouver leur voie, à apprendre un métier qu'ils aiment bien. Donc finalement, ça se termine pas trop mal, quoi. Ouais, c'est clair. Cette haine, t'en as fait clairement une force, et en fait, t'as pas eu le choix de faire de cet échec une opportunité pour toi derrière. Ouais, t'avais pas le choix de faire ça. C'est exactement ça. Foutu dos au mur, et le poulet du dimanche, il a pas dû être facile tous les jours, j'imagine, avec les parents, du coup. Ah waouh, non. Mais ouais, mais pas. du coup, après, t'as le soutien d'amis, puis le soutien du coup de collègues, j'imagine, derrière, qui aussi te pousse parce qu'ils croient en toi et qui voient quelqu'un qui, certes, n'a pas eu de diplôme, mais qui est très intelligente, qui a la tête sur les épaules et qui a une unicité, comme tu dis. Et donc, derrière, ouais. Bah, go. Et je pense que tout de même, tu dois bosser 40 fois plus que les autres pour montrer que bah, t'es pas juste une meuf débile qui a arrêté ses études parce qu'elle avait la flemme. Donc ça, c'est sûr que ça fait partie des contreparties, etc. Mais t'as raison, finalement, ce truc a été super difficile à gérer parce que là, j'en parle en rigolant et en le storytellant, mais finalement, sur le moment, j'étais quand même au fond du trou et où tu remets toute ta vie en question, bah, comme un jeune, en fait, qui ne sait pas ce qu'il va faire et qui, en plus, vient de niquer toutes les cartes qu'il avait dans les mains. Mais ouais, non, finalement, ça se termine pas trop mal, quoi. Et du coup, parce que quand on est au fond du seau, moi j'aime bien dire, et j'en parle du coup souvent chez Iconoclast aussi, mais c'est ce temps du rebond, c'est le fait de rester en mouvement. Et toi, du coup, t'es resté justement en mouvement, même si t'avais plus d'école, même si personne croyait en toi à ce moment-là, t'avais ton état d'esprit. Et du coup, t'as quand même essayé de postuler ailleurs, t'as fait des choses, enfin, tu t'es quand même bougé le cul, même si t'étais pas bien, quoi. Même si cet échec qui te bouffait viscéralement, comme tu disais, quoi. Ouais, je pense que t'as raison. Si tu restes bloqué sur le truc, tu tombes dans la dépression, hein, tu t'enfermes dans ta chambre et puis concrètement, tu te lynches toute la journée en disant que t'es nul et que tu vas pas y arriver. Après, c'est sûr que t'as le gros échec, ensuite t'as les petits échecs, genre je postule, je me prends des noms, je postule, je prends des noms, nanana. Et puis finalement, t'as cette petite lumière au bout du tunnel dont tu parles super bien. Et il faut y croire, en fait, il faut s'accrocher à ça. Et peu importe ce qu'on traverse, parce qu'on a tous pas mal d'échecs, que ce soit des petits, des gros, on en traverse tous. Il faut toujours, je pense, s'accrocher au petit truc où tu dis « Ah, ça va me tirer. Allez, je lâche rien. » Et là, je donne tout, en revanche. Ok, je me suis ratamée. Ok, j'ai pris cher. Ok, machin. Mais il y a toujours une étape 2, en fait. Et finalement, est-ce que parfois, c'est pas presque bénéfique? Ce serait débile de dire ça, mais avec du recul, je me dis que c'était finalement quelque chose d'assez bénéfique à ma vie, quoi. Bah, quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, clairement, oui. Après, t'auras peut-être fait une fantastique cavalière, hein, mais c'est con à 0,2 points. Hein. C'est clair. Et ok Marie, petite question, si tu avais genre 3 conseils à donner à la Marie de l'époque là, ou du coup on va dire la Marie, mais il y en a peut-être d'autres jeunes du coup qui sont dans cette situation-là, ce serait quoi, genre où là t'es pas du tout en phase avec l'école et il faut faire des choix et il y a toute la famille un peu qui est contre. C'est quoi les 3 conseils que tu donneras à la Marie de l'époque qui en a chié? Déjà, je lui dirais que c'est pas grave de pas aimer l'école. Et qu'il y a des gens très bien qui n'aiment pas l'école et que voilà, c'est pas un drame, qu'on peut faire plein d'autres choses sans aimer l'école. Je lui dirais de se projeter à 10 ans, en fait, de se projeter plus et de pas voir juste la prochaine étape qui est à 5 cm, c'est de voir grand et du coup d'oublier les choses qui sont graves tout de suite, quoi, d'avoir vraiment une vision de la version numéro 2 de Marie, donc typiquement la Marie aujourd'hui qui a 25 ans. Bah voilà, de vraiment la voir et réussir à se projeter parce que ça donne la lumière au bout du tunnel finalement. Et puis je lui dirais, un peu le gut feeling, donc si tu le ressens au fond de tes tripes, suis-le, quoi. Et même si sur le coup c'est pas nécessairement une décision qui est super stratégique ou carrée, j'ai quand même l'impression que quand on sent un truc dans ses tripes, c'est un sentiment un peu de survie ou un sentiment d'espoir ou de haine ou peu importe ce qu'on ressent, mais il faut foncer dedans. Et moi, je me suis très rarement fait trahir par ce qui se passe, par mon gut feeling, quoi. Ouais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, et puis c'est totalement ça. C'est le fait de ne pas avoir de regrets derrière, quoi. Parce que si tu le ressens et que tu vas à l'encontre de ton ressenti... Ouais.
tu t'en mords les doigts après. Tu vas vraiment te dis, bouffer les doigts. C'est pas possible, je me l'étais dit. Ouais. Ou tu sais, même parfois, tu le vois avec des personnes, tu le vois avec des situations, tu te disais, mais non, mais je l'avais senti. Ouais, tu l'avais senti, c'est parce que on reste des animaux, quoi, en fait, et c'est notre vrai instinct de survie, et c'est ça qui peut nous tourner vers une situation ou une autre. Donc, moi, j'ai appris à vraiment faire confiance à ce que je ressentais, quoi. Et dans la vision, ce que tu dis aussi, c'est intéressant, parce que ça peut paraître dur quand tu donnes ce conseil-là, mais il est vrai de se dire, genre, vois plus loin. Ouais. Parce qu'on peut dire, ok, mais putain, quand on te pose cette question, genre, vous voyez où dans 5 ans ? Bah putain, je sais pas où je serai dans 5 ans, mais justement, il faut te dire que essaie de voir loin, parce que ta vision de toi dans 5 ans, ça sera évidemment tout autre chose à l'arrivée, mais t'en feras une belle chose. Ouais. C'est ce que... faut que je retrouve vraiment cette phrase, bon, je vais la dire un peu comme je la ressens, mais Elon Musk, bon, on prend ce qu'il y a à apprendre chez lui, mais c'est quand même un bon visionnaire. Et il te dit, en gros, genre, ta vision que tu as justement, genre, à 10 ans, enfin, je crois que c'est peut-être pas 10 ans, mais on va dire entre 5 et 10 ans, il te dit, plutôt que de la réaliser justement en 5 ou 10 ans, essaie de tout faire pour la réaliser en 6 mois. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas tellement apprendre. Alors, tu n'arriveras jamais à la vision que tu t'es donnée en 5 ans, en 6 mois. Ouais. Mais tu vas apprendre tellement vite, justement, parce que tu te seras bougé le cul, que tu auras fait un effort inconsidérable pour arriver là. Et c'est marrant, dans le même genre, tu sais, on dit toujours que là où tu regardes, tes mains vont. C'est pour ça que, enfin, je sais pas, quand tu conduis, des trucs comme ça, on dit toujours de regarder là où tu veux aller. Et je pense que c'est pareil si on s'imagine, alors même si c'est pas forcément dans quelle entreprise je serai ou je ne sais quoi, mais juste avoir une vision, je sais pas, j'aurai un appart, j'aurai un chien, je pourrais m'acheter tel ou tel truc, ou alors j'aurai quelqu'un que j'aime beaucoup dans ma vie. Ben, en fait, tu te projettes et tu te mets dans un mindset qui t'accompagne vers ça. Et du coup, moi, je pense que rien que si tu fais un dessin ou si tu écris des mots ou s'il y a un poster dans ta chambre ou peu importe qui te rappelle le truc que tu as envie de devenir ou que tu as envie de faire de ta vie, voilà, c'est pas forcément des trucs super cadrés, mais du coup, je pense que tu pousses ta vie vers ça. Et c'est ça aussi qui peut t'aider, même si tu sais pas ce que tu veux faire dans 5 ans, on s'en fout, quoi. C'est plutôt la projection de toi-même, là où tu as envie d'arriver. Ça peut même être une image de coucher de soleil, tu vois, mais se dire, ok, je sais pas, dans 10 ans, j'ai envie de boire un verre en face de cet hôtel ou de ce coucher de soleil et de me sentir bien. Ça peut être juste ça, et du coup, petit à petit, essayer de faire des choses pour ça, quoi. De ouf. Ça s'apparente beaucoup à la visualisation Totalement. Que tu retrouves en méditation, en fait. Et donc, tu vois des choses positives. Tu te vois, toi, que c'est ça, dans cette situation, genre au bord de mer avec un cocktail. Et juste ça te procure de la dopamine, de te dire, ah putain, en fait, la vie, ça peut être ça. Alors oui, je vais en chier pour arriver là, mais le jour où ça va être ça, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est la vie. Ouais, ceux qui aiment bien méditer, visualisation, je pense qu'ils connaissent bien ça, du coup. Mais... Eh ben, Marie, c'est très cool. Bon, on n'a pas fini. Merci pour ce beau témoignage de... Merci, Enzo. J'ai pas eu de diplôme, mais j'ai créé une école. Fabuleux. Mais attends, on n'a pas fini. Il nous reste les questions pour la mention. Yes, sir. Question pour la mention. Première question. C'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Alors, à mon sens, Ah bah oui, au tien. Je dirais l'honnêteté. Je pense que c'est super... peut-être qu'on est tous à dire la même chose, mais je pense que l'honnêteté, c'est une vertu qui est super importante. La confiance, donc pouvoir, quand quelqu'un se livre ou voilà, quand tu passes du temps avec quelqu'un, pouvoir faire confiance et savoir que tu es avec la vraie version de la personne. Et l'écoute. Je pense que l'écoute, c'est trop important. S'écouter soi-même, écouter les autres. Écouter aussi bien son corps que son gut feeling, comme je le disais. Je ne sais même pas si ce sont des vertus, mais là, tout de suite, quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à ça. Ouais, honnêteté. Et dans la confiance, tu as aussi la confiance en soi. Tu as la confiance dans les autres, mais la confiance en soi, c'est primordial à travailler. Pas très très simple, mais qui s'apprend, j'imagine, au fil du temps. Extrêmement dur. Je pense que c'est un apprentissage éternel. Tu t'arrêtes jamais d'essayer de travailler cette confiance en soi. Ouais. C'est au quotidien. Super dur. Et bah très cool. Non, mais tout le monde ne dit pas les mêmes choses. C'est pour ça que cette question, elle existe à chaque fois. C'est que sur tous les invités qu'il y a eu, je suis pas sûr vraiment que j'ai eu 2 fois les 3 mêmes vertus. Ouais. Jamais. Parce qu'il y en a qui disent des trucs atroces, genre méchanceté. T'imagines ? Non, ça va. Je pense que les gens... Mais c'est des belles vertus à chaque fois que tout le monde cite, donc c'est cool. Moi, j'adore cette question. Ceux qui écoutent, j'espère aussi. Si vous l'aimez pas, elle est quand même là. Elle restera là. Oupsie. Prochaine question, Marie. Est-ce qu'il y a un bouquin, un film, une série, un truc que tu as kiffé une fois dans ta vie, vraiment, genre que tu aimerais partager ? Ouais, alors des bouquins, il y en a 2, moi, qui m'ont vraiment marqué. 2 que j'ai lus, je pense, une petite dizaine de fois. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art de s'en foutre.
Enfin, c'est juste L'art subtil de s'en foutre en L'art français, c'est subtil de ça. s'en foutre, Très ouais. bon bouquin. qui est juste, c'est un bouquin orange, genre hyper reconnaissable, qui est mais exceptionnel. Moi, il m'a trop aidé à décomplexer un peu, faut se détendre. Allez, il y a des trucs plus graves qui arrivent ou enfin voilà, juste de vivre sa vie un petit peu plus simplement. Et je sais que lui, enfin, il me semble que toi, tu l'aimes bien aussi ou que tu le connais, celui-là, Les Accords Toltec. Ouais, très cool. D'ailleurs, je m'en suis fait un peu un tatouage depuis la dernière fois Énorme. qu'on s'est vu. C'est vrai ? Ouais, je trouve que Très c'est super difficile à appliquer, mais c'est des principes de vie qui sont cool. Et il donne des exemples super simples en fait à mettre en place tous les jours dans sa vie. Donc, je le conseille à mort, quoi, celui-là. Chaque fois, j'essaie de me les rappeler. Je les avais écrits quand tu parlais justement dans la chambre. Moi, je les avais écrits aussi, genre sur mon mur et tout, pour me les rappeler. C'est Trop bien. C'est paroles impeccables. Paroles impeccables, ne rien prendre personnellement, Ouais. ne pas faire de suppositions. Et toujours faire de son mieux. Et toujours faire de son mieux, toujours se donner à fond, quoi. Ouais, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est pas simple de les appliquer quotidiennement. Toute la journée, dès qu'il y a quelqu'un qui te claque la porte au nez, tu le prends trop pour toi, t'es trop vénère. De ouf. Alors que finalement, il n'y a pas de gens méchants, il y a beaucoup de gens malheureux, surtout qui sont pas épanouis, voilà. Faire des assumptions, t'en fais toute la journée, de dire ah, attends, il m'a dit ça, mais ça veut dire que on le fait ça tout le temps, quoi, avec nos pères, etc. Paroles impeccables, bon, je pense que On parle un peu mal, on mais parle bon, un petit peu mal toute la journée. Bon. Et puis faire de son mieux, lui, je dirais que c'est le plus simple, quoi. c'est le plus simple à la fois, c'est le plus dur, je pense, de faire tout le temps de son mieux parce qu'on a l'impression que c'est jamais assez quand on en fait. Et vrai. quand on parle d'échec à chaque fois, moi je trouve que ce qui est important, c'est si tu te plantes, plante-toi genre à 100%. Ouais. Fais pas les choses à moitié Fais parce que tout à l'heure on parlait de regret, tu vas le regretter si tu t'es pas donné corps et âme dans ton action, C'est quitte à clair. te chier totalement. Ouais. Mais au bien moins- y aller, quoi. Bien, voilà, chie-toi jusqu'au bout, quoi. Mets-toi la tête dans le mur comme il faut. Ouais. Mais au moins comme ça, t'es sûr derrière, tu regrettes rien. Je pense que c'est important. Avec Trop cool, des très bons bouquins, Marie. Je te rejoins, j'ai lu les deux, j'adore. Très bon choix. Et la dernière question, c'est quoi ton prochain objectif ? Mon prochain objectif, perso ou pro ? Je peux dire les deux, comme ça te fait plaisir. Bah, perso, j'attends toujours ma bague, hein. Ah ouais. Non, je rigole. Si monsieur Non. nous écoute, Non, j'aimerais bien, perso, dans les prochaines années, j'aimerais bien créer une famille et enfin voilà, avoir ma famille. Et pro, ça va être l'ouverture d'Iconoclast à Londres. Donc là, dans les prochains mois c'est qui bon arrivent. ça. Et si j'arrive à concilier les deux, là, je commencerai à me dire que c'est cool, que j'arrive à quelque chose qui me plaît et qui m'épanouit, quoi. Trop stylé, Marie. Eh ben écoute, c'était une bien belle interview. Il y a toujours le petit, le petit rituel de fin. Est-ce que là, ça fait bientôt une demi-heure qu'on papote, t'arrives à résumer ce qu'on s'est dit en une phrase? Elle est dure, celle-là. Ah, je sais, c'est le jeu d'être concis. Parfois, il y a des invités, je les adore. Hein. Je leur dis ça, ils me prennent 2 minutes à me faire une phrase. Non, bah, une phrase, c'est que peu importe ton échec, on s'en relève et crois en tes gut feelings. Boum. Eh ben écoute, Marie, trop cool. Merci beaucoup Merci pour à toi, Enzo. ton témoignage qui est hyper inspirant. On le sortira à la rentrée, du coup, l'épisode. Mais c'est vrai que là, actuellement, avec tout ce que les étudiants ont vécu, en plus, avec le Covid et tout, je pense que c'est hyper important qu'ils croient en eux, en leur gut feeling et qu'ils y aillent, quoi. Ouais, lâchez rien. Ah ouais, de ouf. Bah merci Marie, on se Merci, voit bientôt. Enzo. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.